Hello tout le monde et bienvenue sur Force et Conversion, le podcast CRO sur la conversion e-commerce qui dévoile les coulisses des e-commerce à succès. Nous sommes vos humbles serviteurs, Pablo et Laurent. Salut Laurent! Salut pas. Alors aujourd'hui, nous accueillons un prodige de Google Ads, un maître de l'e-commerce. Il commence son aventure entrepreneuriale dès le lycée, mais c'est avec l'âge d'or du dropshipping et le boom Shopify en 2016-2017 qu'il trouve vraiment sa voie. Après avoir perfectionné ses compétences en media buying et Google Ads, il décide de faire le grand saut et de créer l'agence Seos en 2020. Seos est aujourd'hui une référence dans le monde du e-commerce et dans les entreprises à maximiser leurs investissements Google Ads. Avec une croissance fulgurante, il gère aujourd'hui un budget publicitaire mensuel de 650 000 € et accompagne près de 35 clients. En parallèle, il a lancé e-commerçons, un podcast et une newsletter dédié aux e-commerçants ambitieux. Nous sommes ravis de pouvoir discuter avec le visionnaire, le stratège, celui qui a su transformer une passion en une entreprise prospère. Bienvenue sur le podcast Pierre-Baptiste. Salut les gars, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça c'est vraiment une introduction. J'aimerais pouvoir faire des intros comme ça sur mon podcast. C'est assez exceptionnel. Félicitations pour ça. Ah bah super, merci Pierre-Baptiste, c'est sympa. On est ravis de t'avoir sur le podcast depuis le temps qu'on te voulait sur le podcast Force et Conversion. Donc c'est vraiment super que tu prennes un peu de temps pour nous. Et du coup aujourd'hui on va parler de Google Ads et e-commerce. Est-ce que avant tout tu pourrais nous présenter un peu SEO, ce que vous faites, vos différents services, prestations de services. Et puis après ça fera une belle introduction sur qu'est-ce que Google Ads peut apporter au e-commerce à plusieurs étapes de e-commerce. Voilà, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement? Écoutez, merci les gars, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur le podcast aujourd'hui. En gros, pour te présenter un peu SEO, c'est un cabinet Google Ads pour les sites e-commerce. Notre taf globalement, c'est de faire en sorte que Google Ads soit le plus rentable et génère le plus de business incrémental pour nos clients. Donc, comme tu disais, aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 35 e-commerce. Je crois que sur le mois de juin 2023, on a fait un peu plus de 650 000 € d'investissement. Je t'avoue que là, on attend avec impatience la partie novembre. On peut-être aller taper le million d'investissement sur le mois, ça pourrait être assez cool. Donc voilà un peu en gros ce qu'est SEOs. Puis comme tu le disais, on essaie aussi de partager pas mal de contenu. Alors du coup, via le podcast e-commerçons, notamment sur Google Ads pour au-delà de nos prestations de services de gestion de campagnes publicitaires, pouvoir aussi aider un peu tout le monde à développer leur propre campagne Google Ads, basiquement, ouais. Parfait, ok. Écoute, Magnifique. magnifique. Et du coup, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui nous écoutent, même si je pense que beaucoup le savent déjà, Google Ads, ça sert à quoi pour le e-commerce et voilà, est-ce que c'est un canal qui est intéressant à mettre en place dès le début d'un e-commerce et voilà, quels sont les avantages en tout cas pour le e-commerce? Yes, Google Ads, c'est probablement le canal payant le plus rentable pour les sites e-commerce aujourd'hui. Quand je dis canal payant, c'est le canal publicitaire payant le Ok. plus rentable pour les sites e-commerce. Pourquoi? En fait, pour simplement une simple bonne raison, c'est les petites fiches shopping. Tu sais, quand tu tapes chaussures ou tu tapes, je sais pas moi, n'importe quoi sur Google, tu sais, t'as les espèces de petits encarts produits là qui apparaissent en haut de Ouais. Google. Ça, en fait, c'est de la publicité sur Google. On peut avoir accès à ce format uniquement via de la publicité. Et ce format est extrêmement rentable pour des sites e-commerce. Donc, effectivement, c'est extrêmement intéressant de regarder Google Ads lorsqu'on est un site e-commerce. Et alors, c'est particulièrement intéressant de le regarder quand on débute en e-commerce aussi ou qu'on vient de lancer son activité. Parce que Google, du fait que ce soit un moteur de recherche, va te permettre de positionner des ads très proches de l'achat. Parce que tu vas pouvoir dire, je sais pas, je vais être sur des gens qui veulent acheter chaussettes rouges. En fait, si tu vends des chaussettes rouges et que tu leur mets des chaussettes rouges devant les yeux au moment où ils tapent ça dans Google, il y a de grandes chances que ton taux de conversion derrière soit très, très élevé. Donc, ouais, c'est un super canal pour développer son e-commerce et même pour débuter. Ok. Franchement, moi, je le recommande à tout le monde sans hésiter. Ok. Et juste une petite question sur Google Shopping, parce que tu disais que c'était quelque chose qui marchait très bien. C'est vrai que je pense que dans ceux qui nous écoutent, tout le monde n'utilise pas Google Shopping ou peut-être peu. Est-ce que c'est quand tu gères des nouveaux comptes en Google Ads ou des nouveaux e-commerce, c'est du coup tu as un budget assez intéressant qui est investi dans Google Shopping, c'est un pourcentage qui est assez élevé des dépenses? Oui, par défaut, si tu veux, Google Shopping, ça doit représenter à peu près 70 à 80% Ah de la ton vache. budget Google C'est Ads. énorme. Ah oui. C'est énorme. En fait, c'est énorme parce que, et je pense que vous le savez encore mieux que moi, hein, c'est vous les experts de la conversion ici, mais imagine, tu es dans ton moteur de recherche. Dans ton moteur de recherche, on te met une photo du produit avec son prix, le titre, des informations sur les avis, tu sais, il y a des petites étoiles aussi. Donc en fait, depuis le navigateur directement, tu peux faire, tu sais, tu peux déjà faire un premier tri. Donc c'est Mhm. hyper puissant sur ça. Puis un autre point à prendre en compte, c'est que la publicité sur Google, tu payes au clic. Donc plus tu fournis d'informations avant le clic, moins tu risques d'avoir des clics peu qualitatifs. Donc en fait, tu vas aussi avoir un budget qui est, je dirais, mieux investi au ratio, tu sais, du clic et euro par clic généré sur Google, quoi.
c'est Ouais, clair. juste 2 points par rapport à ce que vient de dire justement, Pierre-Baptiste. Le premier, c'est que, bah, pour les e-commerçants qui nous écoutent, pour vraiment bien apparaître de manière très propre dans Google Shopping, il y a ce qu'on appelle les données, les balises structurées. Donc il faut vraiment, vraiment bien remplir de manière très clean avec toutes les recommandations de Google. Donc vous tapez données structurées, balises structurées, Google, vous allez avoir toute la liste qu'il faut remplir. Parce que si vous remplissez mal, bon, en théorie, Shopify aide beaucoup et autres, mais si vous êtes sur du CMS, style PrestaShop et autres, c'est un peu plus compliqué de les remplir. Mais vraiment, remplissez-les le plus religieusement possible pour sortir le plus propre possible et bah, vous maximisez vos chances d'être dans les premiers résultats. Première chose. Et deuxième chose, ce qu'expliquait au début, pourquoi Google Ads est super rentable, c'est parce qu'en fait, on s'adapte, on s'adresse particulièrement à des prospects, ce qu'on appelle des prospects chauds. Alors que Mmh. contrario à Facebook, Pinterest, encore Pinterest, c'est un peu différent, mais Facebook, Snapchat et toutes les autres régies publicitaires qui sont plus dans le divertissement, TikTok et autres, là, on s'adresse à des prospects froids. Ils sont en train de regarder des vidéos de chats qui font du piano. Et là, vous leur poussez un produit, certes, c'est un effet waouh, hein, il répond à une problématique, mais ils sont pas encore dans le mood, tiens, absolument, il faut que j'achète, je sais pas, un banc de musculation, des fleurs, un ours en rouge pour la Saint-Valentin. Enfin, voilà, c'est pas encore vraiment le bon mood. Donc, il y a des étapes transitoires, ce qu'on appelle le prospect tiède intermédiaire, où là, on va faire de la relance et autres, du retargeting, pour enfin le transformer quand il sera en prospect chaud. Et c'est là que Google Ads est vraiment puissant, c'est parce que lui, il intervient directement à la troisième étape. Donc, les taux de transformation sont bien, Mmh. bien meilleurs. Et bah, ça, après, Pierre-Baptiste pourra nous en parler un peu mieux tout à l'heure dans la suite du Ouais, podcast. et justement, Laurent, tu parlais de rentabilité. Pierre-Baptiste, tu sais à peu près, alors j'imagine que ça dépend de chaque secteur d'activité. Est-ce que c'est des produits qui ont un panier moyen élevé ou pas? Mais est-ce que tu sais à peu près quelle est la rentabilité de Google Ads? Généralement, on parle de ROAS. Alors je sais que tu aimes pas trop cette KPI-là et que tu en utilises d'autres, tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Mais voilà, si quelqu'un te posait la question: «Mais est-ce que Google Ads, c'est vraiment rentable en e-commerce?» Est-ce qu'avec des chiffres, comment tu pourrais le convaincre? Alors c'est très difficile peut-être de donner un retour sur investissement Google parce que tu peux donner à la limite une moyenne, mais ça veut un peu tout et rien dire. Parce OK. qu'en fait, ton retour sur investissement, elle est toujours dépendante un peu de ton panier moyen. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Google Ads, c'est le canal d'acquisition payant sur lequel les e-commerce investissent le plus d'argent. Si c'était pas un canal rentable, tu vois, les gens n'investiraient pas de l'argent dessus, tu vois, clairement. Est-ce que c'est pas Ça, aussi parce que c'est celui qui connaissent plus facilement le mieux, comparé à je pense Facebook, qui est que plus complexe avec le BM, voilà, c'est un peu une usine à gaz? Mais je pense justement c'est un peu l'inverse. Pour moi, Facebook aujourd'hui c'est quand même la clé d'entrée de beaucoup de sites e-commerce Ouais. parce qu'ils utilisent Instagram et Facebook à titre perso, ils se projettent vachement dans à quoi ressemble une pub sur cette plateforme. Google c'est vraiment une plateforme qui fait peur à la fois au e-commerce du fait que c'est assez technique, c'est assez moche, tu vois, ils ont quand même fait quelque chose d'assez peu user friendly, même ne serait-ce que dans l'image. Et puis après il y a un deuxième point, c'est que Google c'est pas très sexy, tu vois. Enfin en fait quand tu es une marque ou autre, c'est pas forcément l'endroit tu sais, le plus sexy où tu as envie d'apparaître, c'est pas là où tu vas pouvoir maîtriser autant que ton image que tu veux. Tu le disais tout à l'heure, on veut avoir tu sais, un flux de données structurées pour que Google puisse lire correctement nos informations produits. Et ça, effectivement, c'est hyper important, comme tu l'as mentionné, d'avoir un flux produit très qualitatif. Mais en fait, ce flux produit, il va te faire rentrer dans une case. Tu vois, c'est la case que Google a décidé de mettre. Et c'est vrai que tu as quand même assez peu de liberté sur ce que tu peux faire en termes de format, alors que tu vois, sur les réseaux sociaux, tu peux être beaucoup, beaucoup plus créatif. Mais pour finir et répondre à la question du coup de la rentabilité, aujourd'hui, moi j'ai des clients qui vont chercher des rentas entre 3 à 4. Donc pour 1 euro investi, on génère 3 à 4 euros. Ça, c'est une moyenne assez correcte, tu vois, sur des paniers moyens, le panier moyen français qui est aux alentours de 60 euros. OK. Et après, ouais, j'ai des clients qui vont chercher des 10 de ROAS, des 15 de ROAS. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis pas très fan de l'indicateur ROAS parce qu'il omet quand même une grosse partie de la réalité business qui est la marge, les nouveaux clients, la LTV, etc. Mais oui, c'est quand même un canal qui peut être très rentable. Carrément. Alors imaginons là, moi je suis un e-commerçant, hein, de toute façon dans l'âme, hein, de base. Mmh. Et donc là, je monte un nouveau shop et je bidouille un petit peu Google Ads, et cetera. Je vois que je m'en sors moyennement. Je sens qu'il y a un peu de l'attraction. Et je me dis, tiens, voilà, il y a quelque chose à faire. Maintenant, je vais laisser les pros prendre la main. J'ai fait, on va dire, le premier lancement. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle bah, plus la partie scaling, quoi, vraiment optimiser à fond, etc. Donc, je viens te voir et je me dis, voilà, je suis à peu près à cette étape-là.
j'ai validé mon produit, ça tourne plus ou moins bien. Bon, j'ai pas encore des retours foufou, mais je sens que si on arrive à toucher quelques curseurs, ça peut vraiment bien prendre. Donc, comment toi, tu t'y prendrais pour déjà t'imprégner un peu du BM en gros et voir un petit peu ce que tu peux auditer et quels seraient les axes d'optimisation que tu vas scanner les unes après les autres. Yes. Écoute, il y a pas mal de points différents à regarder. Je pense que déjà le point le plus important, c'est quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire, tu vois? Pourquoi je pose cette question-là? C'est moi aujourd'hui, je distingue globalement déjà deux business models très différents. Un modèle business one shot où tu vas être obligé d'être rentable dès ton premier achat, et un business model récurrent où tu vas plutôt travailler ta LTV client. Si je dois donner des exemples, tu sais, moi j'ai un site e-commerce à côté, on est sur un business one shot. Je sais pas, ça peut être par exemple une machine à laver. Tu vois, une machine à Mhm. laver, c'est méga one shot. Très peu de chances que tu en rachètes une dans l'année. En tout cas, on te le souhaite pas. Donc là, tu as envie d'être rentable sur ton premier achat. Donc déjà, tu vois, c'est un bon objectif à définir parce que déjà, derrière, tu vas pouvoir dire qu'est-ce que je vais mettre en place dans mes campagnes. Et après, le deuxième point, c'est ce que je te disais, c'est le business model récurrent. Ça, par exemple, ça peut être une marque de vêtements. Une marque de vêtements, souvent, les gens, une fois qu'ils sont, tu sais, ils sont convaincus d'un produit, ils vont faire deux, trois commandes, ils vont acheter trois t-shirts, une chemise, enfin bref, voilà. Et donc là, en fait, tu as une première commande qui est genre faire découvrir la marque, et derrière, tu sais que tu vas générer d'autres commandes. Et déjà, rien que déjà avec ces objectifs-là, tu vas avoir des KPIs différents que tu vas suivre. Donc là, c'est le premier point. Vraiment Ok. définir les KPIs. Donc, en général, si je fais très simple, c'est business one shot. On va aller chercher du retour sur investissement immédiat, de réduire le plus possible notre coût par acquisition, notre coût par achat. Et le deuxième point, pour la partie récurrente, c'est en général, on va plutôt essayer d'aller travailler tout ce qui est la génération de nouveaux clients. Donc, comment on crée des nouveaux clients comment dire, en fait, on génère des nouveaux clients sur le site et comment on fait ça au coût le plus bas possible, même si peut-être on n'est pas rentable sur ces nouveaux clients parce qu'on sait qu'on va être rentable sur la LTV de ce client. Donc, premier point objectif. Deuxième point, tracking. Le tracking, c'est méga important dans Google Ads. C'est une plateforme qui est de plus en plus algorithmique, qui va continuer à devenir de plus en plus algorithmique. Et le meilleur moyen de nourrir ton algorithme, en fait, c'est d'avoir un tracking qui est au plus haut niveau. Donc ça, j'avais Mhm. fait des articles sur e-commerçon.com à ce sujet. Mais globalement, si je dois résumer, ce qu'il faut savoir, c'est un, mettre une valeur de conversion qui est, en fait, si tu veux, dans ton tracking, tu as deux choses que tu remontes. Le nombre de conversions que tu génères, donc par exemple le nombre d'achats, et tu attribues une valeur à ces achats. Ok. Et donc, par défaut, les outils que tu utilises, ils remontent une valeur TTC avec les frais de port. Souvent, ça, c'est pas très aligné sur ton business. Donc déjà, on aligne, tu vois, son tracking avec son business. Tu veux faire de la marge, la valeur que tu remontes, c'est de la marge, tu vois. Déjà, ça te permet de vraiment avoir un tracking aligné. Et après, tu fournis toutes les données que tu peux fournir, que ce soit le suivi avancé des conversions, que ce soit le consent mode, si tu es conforme RGPD, etc., etc. Il y a plein de petites choses à aller voir, tracking. Et puis, le troisième point, structure du compte Google. Ouais. Où est-ce que j'investis mon argent? Où est-ce que je dépense mon argent? Et je disais tout à l'heure, 70 au moins % de ton budget part dans shopping. Est-ce que tu donnes autant de budget que nécessaire à tes meilleurs produits? Est-ce qu'il n'y a pas des produits comment dire, dans ton catalogue qui sous-dépensent et qui ont peut-être un potentiel business, tu vois, inexploité? Ça, c'est par exemple la croissance intra-catalogue. Ça arrive souvent quand tu as des catalogues de 20 000 références, même juste de quelques milliers de références. Tu es en mode, en fait, il y a plein sur lesquels je dépense pas. Mhm. Et donc voilà, après la structure des campagnes, développer tes campagnes, etc. Voilà en Ça, gros les trois ça, tu grandes étapes. peux plus ou moins forcer certains produits avec une dépense minimum obligatoire, genre dépense-moi quoi qu'il arrive 20 balles sur ce produit-là tous les jours. Non, ça c'est pas possible malheureusement parce que sur Google, le budget se gère à l'échelle de la campagne. Et dans les campagnes, Google a souvent un effet de concentration. Donc imagine, tu mets 10 produits, supposons dans ta campagne Performance Max. Il y a de grandes chances que finalement 80% de ton budget soit investi sur seulement deux références et le reste du budget est réparti sur les autres. Donc Google a vraiment ce truc d'effet de concentration. C'est pour ça que c'est assez important d'avoir un compte qui est très structuré parce que ton budget se gère aux campagnes. Donc comment tu fais pour t'assurer que sur tes campagnes, que chacun de tes produits soit dans des campagnes avec des budgets suffisants pour aller Ouais. chercher plus haut en fait. Ouais. Après, quelque part, c'est logique aussi au final, parce que quand tu mets 80 balles sur deux produits, bah, tu as plus de chances d'aller gagner des enchères contre d'autres produits similaires, plutôt que si tu mets 10, 10, 10, 10, 10 sur tes 10 produits, et au final, tu vas te faire écraser sur quasiment tous les mots-clés aux enchères, quoi. C'est ça. Le seul truc un peu embêtant sur ça, c'est que parfois Google choisit de surinvestir sur un produit qui n'est pas forcément le plus rentable pour toi. Et tu peux pas Et brider d'ailleurs, comme Facebook, tu peux pas caper max, non? Parce que il me semblait que tu sur peux la caper le campagne budget CBO. maximum que tu veux dépenser par jour, mais pour autant, s'il a décidé de prendre un produit en grippe et de dépenser à fond dessus, il va y aller, tu vois. Donc, tu as tout intérêt, par exemple, à le supprimer de ta campagne ou à le faire passer dans une autre campagne pour Mhm. pouvoir, pour pouvoir mieux contrôler le budget sur les références que tu veux, quoi. D'accord, ouais, c'est fou ça quand même.
Et Pierre-Baptiste, tu nous as parlé de Performance Max. Tu peux rappeler ce que c'est et comment tu le mets en place ou comment tu l'optimises? Yes, Performance Max, vaste sujet. Ouais, En gros, c'est un format de campagne publicitaire. Il faut voir qu'en gros, sur Google, il y a quelques années, il y avait un type de campagne publicitaire par canal. Donc, quand je dis canal, c'est quoi? C'est shopping, c'est un canal. Search, donc les annonces qui ressemblent à du SEO, c'est un canal. YouTube, c'est un canal. Display, vous savez, display, c'est toutes les images que vous voyez sur tous les sites. Une ouais, fois que vous êtes allé sur un site de chaussures, il y a des chaussures c'est ça. partout. Ça, c'est display. Et en gros, ça, chacun de ces outils, enfin chacun de ces canaux, c'était une campagne dédiée. Sauf que du fait que aujourd'hui les parcours d'achat soient de plus en plus complexes, il était très difficile, tu vois, d'adresser le client au bon moment, au bon endroit, etc. Donc en fait, Google a créé une campagne qui s'appelle Performance Max, dans lequel en fait tu vas adresser tous les canaux d'un seul coup. Ok. Et donc en adressant tous les canaux d'un seul coup, grâce à Performance Max, tu vas pouvoir mieux normalement, enfin, en tout cas c'est la promesse de Google, tu vas pouvoir aller travailler tes clients à leurs différentes étapes. Tu disais tout à l'heure les clients froids, les clients tièdes, les clients chauds. Bah, le but de Performance Max, c'est vraiment d'amener des gens froids vers tièdes, tièdes vers chauds, et puis de chaud vers acheteurs, quoi. C'est ce qu'on appelle la fameuse règle des 7 fois, enfin, les 7 vues ou 7 interactions pour commencer à être bien imprégné dans le cerveau du futur acheteur, quoi. Ouais, Exactement. bah, il y a effectivement cette règle qui est assez importante. Et bref, dans tous les cas, en gros, Performance Max, c'est typiquement une campagne ultra algorithmique, d'où le fait que tout à l'heure, je vous parlais du tracking, parce que le tracking va être fondamental dans la façon dont Performance Max va fonctionner et surtout va performer dans le temps. Donc, du fait que ce soit une campagne algorithmique, on va avoir aussi beaucoup moins de contrôle, en fait, hein, c'est d'ailleurs tout le Ouais. problème de la campagne, beaucoup moins de contrôle par rapport à ce qu'on avait avant, et on va devoir le contrôler différemment, et donc on va la contrôler évidemment avec l'input tracking, on va aussi pouvoir la contrôler en travaillant avec des règles de valeur, c'est un peu plus avancé, on peut travailler aussi avec des audiences, on va pouvoir aussi travailler avec le flux shopping, donc on en a Ouais. parlé aussi tout à l'heure, qui est très important. Et ça, Performance Max, tu le testes tout le temps dès que tu adresses un nouveau compte Google Ads, tu le testes en parallèle des autres campagnes que tu mets en place? Alors, oui, en fait, c'est pas qu'on le teste, c'est qu'en général, Performance Max, c'est quand même la base d'un compte Google Ads aujourd'hui. Ok. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça. Première raison, c'est qu'en fait, il y a encore la possibilité aujourd'hui de faire des campagnes shopping à proprement parler, je veux dire indépendantes, qu'on dirait manuelles. Le seul souci, c'est que dans la manière dont Google a construit les choses, ils nous ont laissé des stratégies d'enchères sur ces campagnes. C'est un peu technique, mais certains types de stratégies d'enchères qui sont plus si intéressantes que ça à utiliser. Mhm. Donc Ok. en fait, si tu veux utiliser les trucs les plus intéressants, tu es obligé de passer par Performance Max. En fait, Google nous a un peu fermé les portes. Il nous a dit de toute façon, Performance Max, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Vous faites du e-commerce, vous Ouais. voulez faire des campagnes shopping, Performance Max ou Performance Ok. Max. Et ça, si tu veux mettre 70% de ton budget sur Google Shopping, comme tu disais tout à l'heure, même en passant par Performance Max, tu peux lui dire je veux X% de mon budget sur Google Shopping. Alors, tu peux pas lui dire je veux X%, parce que lui va faire un peu sa tambouille du fait que ce soit une campagne Ouais. algorithmique. Ok. Malgré tout, tu peux faire ce qu'on appelle des shopping only, des performance max shopping only. Donc, en gros, Ok. le principe, c'est que tu vas pas mettre d'assets, tu vas rien mettre dans ta campagne, et tu vas lui donner uniquement ton flux shopping. Et en fait, il va construire avec ça, et ça permet déjà de recibler au maximum les budgets sur shopping. Ça fera aussi un peu de search, mais normalement, ça reste minime. Performance Max, il devait pas faire machine arrière à un moment donné, Google, parce que j'avais vu passer un article là-dessus, comme quoi voilà, il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient pas forcément top top, et ils étaient en train de réfléchir à soit on revient légèrement en arrière, soit on fixe un petit peu tout ça, quoi. Bah, en fait, ça a fait beaucoup de débat quand Shopping, enfin, en fait, quand Performance Max est sorti, parce que si tu veux, il y avait un autre format de campagne avant qui s'appelait Smart Shopping. Et en fait, si tu veux, l'été, alors c'est pas l'été, c'était l'été dernier, en gros, Google a dit, bon, bah, maintenant, toute votre campagne Smart Shopping, donc c'était littéralement 95% des sites e-commerce fonctionnaient sur Smart Shopping. On dit, bah, maintenant, ça passera automatiquement en Performance Max. Et en fait, ils ont fait ça automatiquement. Donc, il y a vachement de gens qui ont été en mode, ben, c'est abusé. Et le truc, c'est que ils sont passés sur Performance Max. Et du coup, en général, les performances se sont améliorées facialement dans l'interface Google. Pas forcément sur le site e-commerce, parce qu'en fait, il y a vraiment deux réalités, hein. Il y a ce que tu vois dans ta plateforme publicitaire et il y a ce que tu vois sur ton site en vente réelle. Mhm. Et en fait, avec le temps, il y a pas mal de gens qui ont vu qu'en fait, leur performance même e-commerce commençait à baisser parce qu'ils n'ont pas touché à Performance Max. Et du coup, D'accord. ça amène à un point hyper intéressant. C'est pas parce que Performance Max est une campagne algorithmique que ce n'est pas une campagne à optimiser. Ça, c'est un point méga important aussi à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué quand Performance Max est arrivé, qui ont dit ah, c'est la fin des agences, tu vois. Genre les agences, c'est terminé. Google a pris votre place. Ils ont créé des campagnes, algorithmiques, ultra Intelligente, quoi. automatisées. Mm. Mhm. La Ouais, vérité, c'est clairement. que il y a jamais eu autant besoin des agences et que la complexité, en fait, s'est déplacée. Là où avant, elle était sur choisir les bons mots-clés, aujourd'hui, elle est sur comprendre l'algorithme
et l'orienter au mieux pour qu'il te donne les performances que tu as envie d'avoir. Totalement. Alors justement, par rapport à ça, imagine donc bon, tu maîtrises bien tout ce qui est algorithme maintenant et un petit peu les subtilités. Euh, Moi, j'ai des produits à promouvoir. De quelle manière un petit peu tu me conseillerais de les faire arriver sur mon site? Est-ce que c'est plutôt des landings? Est-ce que c'est les faire arriver sur des pages catégories? Est-ce que c'est les faire arriver directement sur des pages produits? Sachant que là, on est sur des profils quand même assez chauds, mais qui peuvent être potentiellement tièdes. Ils sont en train de jouer in-app. Ils voient une pub arriver in-app. Il n'est pas forcément enclin à vouloir cliquer. Même s'il y arrive, bon, il est encore en train de se dire, ouais, il faut que je finisse mon jeu d'abord. Comment tu gères un petit peu ça? Est-ce que tu essaies de répartir un petit peu des billes un peu partout ou est-ce que tu as des stratégies bien arrêtées? Peut-être plutôt, prenons l'exemple, là, c'était un exemple assez spécifique, mais genre le mec qui va sur Google et qui clique sur une fiche bon, Google Shopping, j'imagine, ça te ramène plutôt vers la page produit, mais si je clique sur des liens dans la search, parce que c'est vrai que le sujet de savoir où est-ce qu'on fait atterrir son trafic Google Ads, ouais, Google Ads ou même ouais, voilà, Google Ads, il revient toujours sur la table et les e-commerçants sont toujours là à se demander, mais est-ce que je ramène le trafic sur la home? Mais du coup, ça convertira peut-être moins, mais en même temps, les gens connaissent pas ma marque. Ou alors, est-ce que directement sur la page catégorie ou la page produit, ça va mieux marcher parce que je suis plus proche du bottom funnel? Est-ce que tu as des guidelines à ce niveau-là ou où ça dépend vraiment des e-commerce et de si l'utilisateur est qualifié ou pas et d'autres éléments? Ouais, bah en gros, si tu veux, sur Google Ads, déjà, t'as deux possibilités. Tu as Google Shopping qui va investir 70-80% de ton budget. Tu ne peux pas choisir l'URL vers laquelle tu vas renvoyer les D'accord. gens sur ce format de campagne. Ok. Donc, c'est forcément sur la page produit. Ensuite, il y a d'autres formats sur lesquels tu vas pouvoir choisir où envoyer les gens, notamment les campagnes search et sur certains emplacements Performance Max. En général, Performance Max d'ailleurs fait un peu sa propre tambouille sur ça. Tu Ok. peux lui laisser choisir l'URL sur laquelle il va décider d'envoyer à la personne en fonction de tous les indicateurs qu'il a pris en compte. C'est quoi, Moi, ce ce que qu'ils A/B j'invite les testent? gens, Ils testent genre deux trois URL, ils voient celle qui performe le mieux et ils restent sur celle-là? alors j'imagine que c'est ce qu'il fait, mais c'est pas visible pour nous en fait. Ok. Malheureusement, Google est pas très transparent sur la manière dont il teste les URL et dont il les choisit. Je sais que tu peux supprimer en gros des URL sur lesquelles tu peux pas aller parce que ça arrivait par exemple que tes campagnes Performance Max envoyaient vers des articles de blog. T'as Ou pas page à forcément envie propos? que T'es Performance pas Max bien. envoie ouais, vers des articles de blog, donc tu supprimes ces URL blog par exemple. Ok, Et donc après, pour répondre à la question, ça dépend un peu de la stratégie. Et il y a plein de stratégies qui sont possibles et là c'est vraiment de l'A/B testing qui va faire la différence. Est-ce que par exemple sur certains mots-clés, tu as envie de renvoyer les gens sur une page catégorie? Ça peut faire sens. Peut-être que sur d'autres mots-clés, tu vas renvoyer les gens vers une page de la page d'accueil parce que tu sens qu'ils sont peut-être avec ce genre de requête plus en amont dans le tunnel. Moi, ce que j'invite à faire, c'est que dans Google Ads, tu as la possibilité d'avoir des outils de test où tu peux envoyer 50% de ton trafic sur un type de campagne, 50% sur un autre, et en fait tout simplement de regarder qu'est-ce que ça donne en fait. Est-ce que tu as des meilleures performances en envoyant vers la home ou vers Hmm. la page catégorie? Et Ouais. finalement, c'est vraiment les tests qui vont te donner une réponse concrète à ça et qui sera totalement adaptée à ton business parce que là, vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Ok. top. Super intéressant. Et sur la partie juste remarketing versus acquisition, est-ce que tu as des conseils sur le pourcentage de ton budget à mettre dans l'acquise et le pourcentage dans le remarketing? Voilà, est-ce que c'est parce que c'est vrai que Google Ads pour le remarketing est peut-être moins puissant ou en tout cas, enfin je sais pas, après peut-être que ça marche très bien la partie remarketing notamment en display. Mais voilà, est-ce que tu te dis bah j'ai un budget de temps, je mets tant dans l'acquisition, tant dans le remarketing. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, c'est jamais des règles très fixes. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de reprendre ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les objectifs. Si mon objectif, c'est de faire de l'acquisition de nouveaux clients, alors je veux que genre quasi 100% de mon budget soit D'accord. investi sur de l'acquisition de nouveaux clients. C'est vraiment l'enjeu numéro un, tu vois. Ouais. Après, quand tu es sur des produits, par exemple, avec des parcours d'achat qui sont plus complexes. Je prends un exemple bête, un vélo à 3 000 euros, tu vois. Hmm. Il y a très peu de chances que tu arrives sur une app, si tu cliques sur le vélo, tu dépenses 3 000 euros comme ça, tu vois. Donc là, peut-être que tu vas vouloir targeter les gens, justement, en te disant, bah, en fait, il y a les gens qui ont vu mes vidéos YouTube. Ah bah tiens, mes pubs YouTube, ceux-là, je vais peut-être les retargeter d'une certaine façon. Donc là, tu rentres vraiment dans une logique, justement, d'audience que tu vas aller réchauffer, que tu vas aller travailler petit à petit jusqu'au moment où ils vont aller acheter. Et donc, en fait, tu vas pouvoir faire du remarketing. La partie, je dirais que dans le remarketing, pour moi, il y a vraiment deux choses. Tu as le remarketing des gens qui sont pas encore clients chez toi. Donc, c'est les gens que tu vas envie d'aller convertir, qui vont faire peut-être une première commande chez toi. Et après, tu as le remarketing de clients existants pour qu'ils D'accord. fassent du réachat. C'est encore autre chose. Donc, déjà, ça, c'est très important de bien définir tu vois, la différence entre les deux. Parce que dans un cas, c'est de l'incrémentalité business, dans l'autre, pas forcément. Parce que finalement, quelqu'un qui est déjà client chez toi, ça te coûtera toujours moins cher de lui faire un email, de lui envoyer un SMS par rapport à une offre que tu es en train de faire en ce moment,
plutôt que de payer un clic sur Google, tu vois. Et Ouais. est-ce que justement par rapport à ça, je prends l'exemple du vélo, donc un vélo électrique qui coûte 3000 balles, le type il l'achète, est-ce que dans la foulée, genre le lendemain ou le soir même, et il est encore dans une optique d'achat, parce qu'on sait souvent que les gens, en général, quand ils commencent à acheter, ils ont ce qu'on appelle l'achat fever, tu sais, ils se mettent à acheter plein de trucs d'un coup, et après pendant 2-3 mois, ils achètent plein, tu vois. Bah, imaginons là, on voit que Pierre-Baptiste rigole, c'est un peu son truc aussi, non? J'avoue, ça peut arriver. Moi, je prends beaucoup de temps à acheter. Par contre, quand je me suis dit là, c'est parti, je vais dépenser. En Là, tu te général, lâches. il y a un petit moment où ça part, tu vois. Je suis en mode les plafonds là de livraison gratuite, je les explose. Ton banquier, il t'appelle direct, là. Ouais, donc en fait, l'idée, c'était ça, c'est qu'imagine, il achète le vélo électrique et le soir même ou le lendemain, est-ce que tu peux le retargeter en lui poussant, par exemple, une selle avec du gel, je sais pas, un chronomètre ou un truc pour le vélo, tu sais, des accessoires un peu stylés pour son vélo électrique. Peut-être, je sais pas, enfin, un casque, tu sais, des choses comme ça complémentaires. Est-ce que ça, Google, tu peux paramétrer des campagnes spécifiques avec des produits spécifiques où il verra plus de vélo, en fait, tu vois? Alors, en soi, théoriquement, tu peux le faire. Dans la pratique, ça se fait assez peu. Alors déjà, tu vois, le format Performance Max dont on parlait tout à l'heure va déjà faire ce qu'on appelle du remarketing dynamique. Donc déjà, va aller remettre en YouTube Display et en display les produits que tu es allé voir sur un site. Donc c'est pour ça que tu vois d'ailleurs la paire de chaussures, tu vois partout une fois que tu es allé sur le site de Sarenza, quoi. Hmm. Ça, c'est la première chose. Après, le petit souci qu'il y a, enfin, c'est pas un souci, mais un des enjeux justement sur le remarketing Google, c'est que quand tu travailles du remarketing, tu es obligé de travailler avec des audiences. Et pour travailler avec des audiences Google, c'est au minimum 1000 personnes. Contrairement à Facebook où tu as des minimums de 100 personnes sur les audiences pour pouvoir aller les retargeter. Donc en fait, tu as besoin d'atteindre quand même un certain volume avant de développer des stratégies de ce type. OK, je comprends. Et comment tu fais pour éviter que, bah, tu gaspilles ton argent? Moi, je prends l'exemple, l'autre jour, j'ai acheté des shoes, et en fait, bah, pendant plusieurs jours, j'ai continué à avoir les mêmes shoes partout, alors que je les avais déjà achetés, donc il y avait plus vraiment d'intérêt à gaspiller le budget, pour que j'en achète d'autres. Comment là, tu fais un petit peu pour éviter ce genre de problème, où tu balances clairement l'argent par les fenêtres, quoi? Bah, clairement. Et ça, c'est un des premiers points que je regarde aussi sur les comptes, sur des comptes Google existants et qui sont dans des enjeux justement tu vois, de créer, de faire de l'acquisition de nouveaux clients, etc. C'est, en fait, est-ce que votre argent, il est investi au bon endroit? C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du remarketing de clients. Tu vois, typiquement, ça doit être le minimum de ce que tu dois faire. Un gars qui vient d'acheter chez toi, il doit plus jamais entendre parler de toi d'un point de vue ads Hmm. directement. Donc là, c'est un jeu avec les audiences. Sur Performance Max, c'est pas toujours très simple parce que tu ne peux pas choisir des audiences à exclure. Par contre, tu peux travailler avec des règles de valeur. C'est-à-dire, tu vas, en fait, en gros, tu vas définir un poids moins important dans les conversions pour certaines audiences. Donc, en gros, c'est peut-être typiquement, c'est des trucs très techniques, tu vois, de comment performer, comment utiliser Performance Max. Et du coup, en faisant ça, tu vas orienter Performance Max à peut-être moins investir sur ces gens-là. Et puis, sinon, sur toutes les autres campagnes, bah, en fait, tu exclus les audiences d'acheteurs 30 jours, 90 jours en fonction de ton parcours d'achat. Là, ça dépend un peu d'un client à l'autre, quoi, enfin, d'un business à l'autre. Et du coup, petite question, Pierre-Baptiste, comment tu travailles ton flux shopping? On en parlait déjà tout à l'heure. Tu as déjà donné deux, trois petits conseils, enfin, t'expliquer un peu à quoi ça correspondait. Est-ce que tu peux un peu nous dire, et Laurent nous parlait de données structurées, comment j'optimise mon flux shopping pour qu'il soit vraiment au top niveau, quoi? Sachant que c'est un peu la règle du 80-20, puisqu'on est sur du Pareto, tu disais que 80% des budgets en général partaient là-dedans, donc c'est vraiment s'il y a des efforts à faire, les amis, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, là. Ouais, c'est clair. Et en fait, surtout, tu as un autre aspect qui est hyper important, c'est que sur Google Shopping, tu ne peux pas choisir les mots-clés sur lesquels tu vas te positionner. Et donc, en fait, la qualité de ton flux shopping va directement impacter là où tes annonces sont montrées, en fait. Donc, il y a plusieurs éléments dans le flux shopping. Je vais pas vous les faire tous en détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais Mhm. globalement, l'idée, c'est toujours pareil. C'est, on va prendre les produits qui sont sur son site e-commerce, on va créer un flux. Il y a plein d'outils pour faire des flux, que ce soit des flux à la main, que ce soit des applications. En général, on passe par des applications de CMS. On peut utiliser des outils comme Lengo, par exemple, pour faire son flux quand on a des données un peu partout. Et on va envoyer ça dans un outil qui s'appelle Google Merchant Center. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir en fait un flux qui est structuré selon ce que Google demande d'un point de vue information produit. Maintenant qu'on a fait ça, on va connecter notre Merchant Center à Google Ads et on peut faire notre campagne shopping assez simplement. Ça, c'est la première étape. Le flux est fonctionnel. On a déjà envoyé les données à Google. Ensuite, on va aller optimiser ce flux. Pour optimiser ce flux, bah, c'est pareil. On va prendre qu'est-ce qui est le plus important dans un premier temps, puis le reste. Et le truc le plus important sur Google Shopping pour le flux, c'est le titre du produit. Parce que le titre du produit va être l'élément que Google va prendre en compte pour aller afficher le produit sur les bonnes requêtes dans Google. Et donc, c'est extrêmement important de bien travailler son flux produit. Par exemple, si tu vends des chaussures rouges et tu appelles ça juste chaussures,
ou juste chaussures rouges, c'est peut-être un peu limite, tu vois. Hmm. Tu pourrais aller plus loin en disant chaussures à talons pour femmes rouges, montantes, talons de 10 centimètres. Enfin, tu vois, on peut aller assez loin dans la donnée qu'on va donner justement à Google dans son titre. Donc ça, le titre, c'est le premier point hyper important. Quand tu es revendeur de produits, c'est-à-dire que tu n'es pas la même personne à revendre tes produits, un point qui est extrêmement important aussi, c'est le prix. Parce que Google Shopping, c'est un comparateur de prix. Donc le deuxième indicateur le plus puissant, eh bien, c'est le prix d'un produit. Ouais, donc juste pour le détail des triples ou quadruples prix, est-ce qu'il va te mettre genre à partir de tel prix ou il va essayer de te mettre les quatre prix ou les trois prix différents, tu penses? Bah, en fait, là, ça va dépendre fortement de la manière dont tu vas structurer ton flux shopping. Parce que si tu as plusieurs variantes, tu peux avoir envie, par exemple, d'envoyer plusieurs variantes dans ton flux. Mais ça, typiquement, c'est un sujet pour toutes les marques de vêtements. Tu sais, les marques de Mm, vêtements, pour un t-shirt, parfois, elles ont plusieurs couleurs et plusieurs tailles. Et il y a mm. des questions qui peuvent se poser qui sont de dire, alors, est-ce que je dois envoyer toutes les couleurs dans mon flux? La réponse en général, c'est oui. Est-ce que je dois envoyer toutes les tailles dans mon flux? Potentiellement, tu peux avoir des prix différents en fonction des tailles. Alors à ce moment-là, ça peut faire sens potentiellement d'envoyer toutes les tailles. Moi, je suis pas toujours fan d'envoyer toutes les tailles parce que tu vas aller démultiplier le nombre de produits. Ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir le rouge S, le rouge M, le rouge L. Mais tu sais, dans Google Shopping, dans les petites annonces en haut, Google va pas forcément faire la différence entre les différentes tailles. Pour lui, c'est un t-shirt rouge, un t-shirt violet. Enfin, tu vois, c'est pas forcément un produit de telle taille qu'il va vouloir pousser. Ouais, donc du coup, ce que je disais avant notre petit incident technique, c'est que le flux shopping, c'est un enjeu majeur quand on fait de la publicité sur Google Shopping, parce que en structurant bien ta donnée, derrière, tu vas avoir des meilleures performances sur Google. Mais bon, en fait, il y a quand même vraiment pas mal d'éléments à aller voir là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai sorti une formation par email gratuite avec un peu tous les éléments que tu dois optimiser dans ton flux shopping. J'ai aussi partagé un peu tu sais, des astuces de trucs que moi je mets en place, qui sont des tests, notamment autour des images sur les flux shopping qui sont assez intéressants pour aller augmenter notre taux de clic. Donc, bah, ce que je ferais peut-être si tu veux, c'est que je te passerai le lien d'inscription à cette petite formation. De toute façon, c'est gratuit, donc pour les auditeurs qui veulent y aller et recevoir ça, on m'a dit que c'était pas mal, que ça avait aidé pas mal de gens. Donc ça peut les aider justement à optimiser leur flux shopping et à booster leur performance sur Google Ads. C'est ça, sachant qu'on disait 80% du chiffre passe par là, donc les amis, ne négligez surtout pas ces détails-là, poncez-les bien et vous verrez, ça va porter ses fruits. Ouais, c'est clair. Donc, on continue. J'avais une autre question par rapport à ça. Bah justement, nous, tu sais qu'on est spécialiste CRO, donc quand est-ce que tu as entendu pour la première fois parler de CRO? Est-ce que c'est un client qui est venu te voir en disant, voilà, écoute, tes campagnes, elles sont top, elles font arriver les clients sur le site, mais malheureusement, nous, on a du mal à convertir derrière, donc forcément, ça impacte tes résultats. Bah, toi, malheureusement, tu peux rien, hein, mais est-ce que tu as essayé de proposer des pistes à ce client-là et c'est là que tu as entendu justement parler peut-être du CRO? Comment c'est venu un petit peu à tes oreilles? Bah, tu sais, comme dans votre présentation magnifique tout à l'heure, moi j'ai la chance d'être e-commerçant à côté, c'est-à-dire que j'ai SEOs, j'ai l'agence SEOs sur Google Ads, mais j'ai mon propre site e-commerce à côté sur lequel je mène pas mal de tests de Google Ads, mais aussi où forcément j'ai les problématiques et les enjeux d'un e-commerce classique. Donc forcément, en fait, à un moment donné, quand tu fais de la publicité, que tu dépenses des sommes astronomiques parfois sur Google, il y a quand même un enjeu qui est de se dire, mais attends, tous les gens qui viennent sur mon site, comment je fais en sorte qu'un maximum d'entre eux achètent? Et le CRO, en fait, c'est la solution à ça. Souvent, moi, la comparaison que j'ai tendance à faire, c'est de dire Google Ads, Facebook Ads, tous les canaux d'acquisition, c'est des outils qui vont vous permettre d'amener des gens jusqu'à votre porte de votre boutique. Une fois que les gens, ils ont passé la porte, ils sont arrivés sur le site, c'est plus le problème de Google Ads. C'est le problème de l'offre. Est-ce que tu as la bonne offre pour la bonne personne, tu vois? Et ensuite, c'est le CRO. Est-ce qu'on rassure suffisamment? Est-ce qu'on a construit un site qui est avec une offre compréhensible? Voilà, tous les éléments et la base du CRO. Donc, c'est intrinsèquement lié. Et du coup, forcément, j'en ai entendu parler très tôt. J'en ai entendu parler très tôt de par le site que j'ai à côté, quoi. Ok, top. Ouais, carrément, de toute façon, c'est un peu ça, hein. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure très rapidement où tu disais, bah là, justement, dans le document que tu vas mettre sous le lien du podcast, tu parlais de faire des A/B tests sur des images. Est-ce que tu as des A/B tests typiques que tu fais souvent et petit à petit, bah, tu t'es dit, tiens, voilà, je sais que quand j'arrive sur ce client, je vais tester ces 10 points-là parce que c'est des A/B tests critiques. Nous, voilà, on a une liste d'A/B tests standard qu'on fait en premier parce qu'on sait qu'ils portent bien leurs fruits. Est-ce que toi, tu t'es constitué un petit panel d'AB test standardisé également? Alors, je me suis pas constitué de l'AB test standardisé sur la partie CRO. Évidemment, on en a sur la partie Google Ads. Euh, Surtout, ce que je fais, moi, c'est que je fais toujours un petit audit du compte client, du site e-commerce, pardon, de mes clients
au moins pour leur dire quels sont un peu moi les éléments qui me choquent, bien en leur expliquant qu'on n'est pas des experts CRO, tu vois, notre taf c'est d'emmener les gens à la porte de la boutique, c'est pas de gérer encore, tu vois, de gérer la boutique derrière. Donc on a quand même des bonnes pratiques. C'est-à-dire que du coup, j'ai pas, comme pour répondre à ta question, j'ai pas de test à proprement parler. Par contre, il y a des bonnes pratiques CRO. La réassurance, pour moi, c'est un élément hyper important. Les avis clients sur les pages, c'est bête, mais je vois encore des sites e-commerce qui n'ont pas de système d'avis sur leur page produit. Ça me C'est fou, paraît hein. parfois un peu aberrant, tu vois, mais c'est fondamental. Et en plus de ça, typiquement, ça c'est une optimisation site qui a un impact dans Google parce que si tu as des avis sur ton site, tu vas pouvoir les remonter dans tes campagnes Google et notamment dans tes fiches shopping. Donc Mm, tu vois, mm. impact double quoi, directement. Ouais, Meilleure c'est cercle confiance, vertueux, quoi. Mm. ouais, clairement. Donc il y a cet aspect-là. Après, donc pour moi, les plusieurs trucs que je regarde. Un, réassurance. Les avis clients. Est-ce qu'on comprend ton offre ou ton produit quand on arrive dessus? Est-ce que les photos, elles sont qualitatives et est-ce que tu en as plusieurs, tu vois? Et ensuite, je regarde le parcours d'achat. Je regarde, est-ce que le checkout, c'est simple, je veux dire, j'ai cliqué sur ajouter au panier, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que les autres étapes qu'il y a derrière, ça se passe bien? Donc, en général, sur Shopify, on est plutôt à l'aise, ça se passe globalement assez bien en général. Sur d'autres CMS, c'est parfois hyper confusant. Tu vois, par exemple, un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est les gens qui mettent des mots de passe pour pouvoir, enfin, où tu es obligé de créer un compte. Alors, tu vas peut-être avoir un avis différent, hein, mais c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est vraiment les sites e-commerce qui obligent les gens à créer un compte avec la création d'un mot de passe pour pouvoir passer commande chez eux. Tu sais, j'essaie de dire ça à mes clients et je leur dis, mais imaginez, vous allez chez Leclerc, tu es à la caisse, la personne qui est à la caisse t'a fait passer tous tes produits, et là, elle te dit, mot de passe, s'il vous plaît. Ou alors on te dit de créer la carte club obligatoire, quoi. Ouais, ou T'es créer la dégoûté. carte club obligatoire. Vous voulez acheter, je vais vous demander un mot de passe aussi, s'il vous plaît. Et tu vas faire, non, mais je veux juste acheter, tu vois, genre, prends mon argent, prends ma carte, et voilà. Mm. Et C'est là, t'es en ça. mode, non, non, tu vas créer un mot de passe, tu vois, avant d'acheter. C'est Tu énervant vas au remplir le plus haut. formulaire à droite de la caisse, là, vous mettez sur le côté. Non, mais c'est infernal, tu vois. Et en fait, quand tu compares à du physique, tu te dis, mais oui, c'est vrai qu'on c'est aberrant. Et Mm. souvent, on a souvent ce truc sur les sites e-commerce où le parcours d'achat, c'est une tannée. Et parce Carrément. que, en fait, ils ont essayé de récolter toutes les infos qu'ils pouvaient. Est-ce que c'est un monsieur? Est-ce que c'est une madame? En vrai, on s'en fout. Est-ce que sur date d'anniversaire, c'est à telle date? On en a rien à foutre. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est vraiment ces infos-là. Moi, je suis vraiment partisan de t'en demande le moins possible, uniquement le nécessaire. Et après, éventuellement, si les gens vont engager avec ta marque, ils te donneront des informations complémentaires. Mais le checkout n'est pas un moment pour faire ça, tu vois. Le moment, c'est Carrément. acheter. Et voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec moi et si tu as une Ouais, vision je suis différente de archi la partie mot de d'accord. passe, mais Et d'ailleurs, justement, il y a un truc que fait Darty, je crois que c'est ouais, c'est eux qui ont mis ça en place récemment, et ça marche super bien. C'est t'arrives dans le checkout, tu as tout de suite un petit écran où tu as rentré votre email, juste l'email, et là, il détecte si tu es déjà client, il détecte si tu n'es pas encore client, et ensuite, il te propose juste après, donc il a calculé déjà si tu étais client ou pas client, et l'écran d'après, si tu n'es pas client, il te dit est-ce que tu veux continuer en mode invité ou tu veux créer ton compte. Donc là, justement, tu as le choix, en gros, bah non, je continue en mode invité, c'est du one shot, j'ai pas besoin de créer de compte. ouais, mais c'est Et eux, magique. c'est Et ouais, super sur smart. Shopify, tu as ça aussi avec ShopPay. Pour les sites qui ont proposé Ouais. ShopPay et des gens qui ont déjà acheté avec ce mode de paiement, tu mets ton adresse email et automatiquement, sur tous les autres Shopify, il va t'importer l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, le moyen de paiement et tout est déjà fait. Je voudrais te dire, Ouais, non, c'est c'est magique. magnifique. Mhm. Donc, ouais, hyper important. Voilà, sur la partie CRO, c'est vraiment les trucs que je regarde. C'est assez basique. Je vais pas plus loin que ça dans la partie test. Et c'est clair que nos deux métiers sont hyper importants parce que plus ton CRO est bon, plus ton taux de conversion est bon, plus derrière tu vas pouvoir investir plus sur Google, enfin, sur les réseaux d'acquisition, hein, pas que sur Google d'ailleurs, et aussi plus la performance de tes campagnes sera meilleure, tu vois. C'est Enfin, ça, ils sont quelque part intrinsèquement liés, puisque si nous, on performe bien sur le shop, toi, bah, tu t'y retrouves vachement bien dans les campagnes et tu peux scaler à fond. Et si toi, bah, tu fais bien le taf, bah, il y a encore plus de trafic, on a plus de data et on peut mieux implémenter nos A/B tests. On a des tests qui se résolvent plus vite. Et après, bah, on performe forcément mieux puisqu'on a compris où ça peinait un peu sur le shop. Donc ouais, c'est clair que c'est bon à tous les niveaux, quoi. clairement. Alors, enfin, il reste juste quelques questions très rapides. Qui sont tes modèles et inspirations pour tes ads en e-commerce? Parce que j'imagine que tu produis aussi des ads pour les clients. C'est pas eux 100%. Moi, j'imagine que tu as quand même des clients qui veulent te fournir les ressources, mais toi, tu dois en produire également en interne. Comment tu fais un petit peu pour t'inspirer? C'est quoi tes modèles? Est-ce que tu as une veille marketing aux US, en France? Voilà, comment tu fonctionnes un petit peu par rapport à ça? Mm. Alors, il y a plusieurs niveaux sur Google. Une grosse partie des ads que tu fais sur Google restent des ads
textuels. Tu vas aller vraiment optimiser des textes. Donc nous, on travaille beaucoup nos textes avec les biais cognitifs. On a 6 grands biais cognitifs avec lesquels on travaille et on décline en fait, grâce à ces biais cognitifs, tout un tas de titres et de descriptions pour pouvoir maximiser l'impact de des campagnes. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, je regarde souvent aussi les pages produits avec cet angle des biais cognitifs. C'est assez intéressant. Ça permet de vraiment maximiser le taux de conversion. Donc ça, c'est C'est vraiment la le partie fameux textuelle. copywriting, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, même plus que le copywriting, les biais cognitifs, ça va encore plus loin, je trouve. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à aller lire l'étude de Google qui s'appelle Messy Middle, où ils ont fait une analyse assez poussée sur la base de 6 biais cognitifs. Est-ce que les gens étaient prêts à changer de marque favorite en fonction de quel biais cognitif on leur poussait? Si tu peux juste nous l'écrire là dans le chat, comme ça je la mettrai après dans le lien. On la Yes. retrouvera facilement, on la mettra sous le Je podcast. je te mettrai ça. J'avais fait une newsletter sur le sujet et c'est méga impressionnant. C'est-à-dire que tu peux, si tu utilises les 6 biais cognitifs combinés, tu vas faire changer à 90% de chances dans quasiment toutes les industries les gens de leur choix numéro un de marque. C'est énorme. C'est un truc de fou. C'est un Et peu comme de la donc, PNL au final, non? Quelque part, bah, ouais, enfin, tu biaises un peu le raisonnement de la personne. je sais pas si tu la biaises, mais en tout cas, tu lui apportes tous les éléments dont elle a besoin pour prendre une décision et se rendre compte que peut-être que l'idée qu'elle avait au départ était pas forcément fondée. Parce que tu sais, tu prends toujours des décisions tu as toujours un avis sur des trucs qui sont partiellement factuels et une grosse partie émotionnelle. Donc en Mm. fait, tu vas aller travailler peut-être cette partie émotionnelle pour la rendre plus factuelle en fonction. Donc bref, une grosse partie des annonces textuelles, elles sont gérées via les biais cognitifs. Et le deuxième point qu'on va travailler en termes de création visuelle, souvent ça c'est plutôt nos clients qui le proposent. Nous aujourd'hui, on intègre assez peu de visuels dans cette partie-là, parce que souvent c'est des vidéos YouTube, où ça va être du travail sur display. Donc ça, c'est les clients qui taffent cette partie-là de leur propre côté. Pour ce qui est des ressources à regarder sur le sujet, moi ce que j'invite les gens à faire, c'est peut-être assez auto-centré, mais je pense que sur Google Ads aujourd'hui, il y a e-commerçon.com, du coup mon blog, j'essaie de partager des trucs assez avancés. Il y a pas mal de gens sur LinkedIn, je pense à Mehdi Bouaza par exemple qui tape chez Google, qui partage pas mal de choses assez intéressantes. Je pense à Clément Bourdon de l'agence WeBloom, Arthur Cassarin, il y a comment dire, il y a Mathieu Van Tran. Enfin bref, il y a plusieurs personnes sur la scène française qui sont assez intéressantes à suivre sur LinkedIn, sur le sujet ou sur leur newsletter aussi. Et après, il y a sur la partie US, il y a il y a 2 grandes chaînes qu'on suit. Il y a Solution 8, il y a Common Thread Collective qui sont pas mal aussi. Et s'il y a un autre gars sur LinkedIn qui s'appelle Miles McNair, c'est un Hollandais. Il fait tout son contenu en anglais et lui, il est très très chaud aussi sur Google. Donc aussi, enfin, voilà, toutes les ressources que tu peux avoir, très orientées Google, hein, parfois très techniques, mais très intéressant. Ouais, très pointu, quoi. Ok, bon bah top, en tout cas ça l'a fait pas mal de pistes pour pouvoir faire une veille Google et apprendre voilà, à tous les niveaux, hein, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, je pense que vous allez trouver un petit peu chaussure à votre pied. Euh, Dernière question avant de se quitter malheureusement. Quelle marque ou quel e-commerçant rêverais-tu de voir passer dans notre podcast? Est-ce que tu as voilà, des chouchous en tête ou autre? Alors, je pense, j'ai pas vraiment de chouchou en tête, mais il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est les marques pas sexy. Peut-être te Ok. paraître un peu bête, mais tu sais, tous les business, genre vraiment pas sexy du tout. Genre, j'ai des clients, par exemple, ils vendent des pièces de motoculture. Tu vois, il y a rien de moins sexy qu'une pièce de motoculture. Mais en fait, tout le travail CRO qu'il y a derrière pour dire, mais en fait, cette pièce-là, elle est compatible avec tous ces modèles-là. Comment on fait pour à faciliter, tu vois, la vie de nos clients et leur parcours d'achat dans leur achat de pièces de motoculture. Ça, c'est des trucs très bêtes, mais je trouve qu'il y a une vraie réflexion CRO extrêmement poussée là-dedans. Après, je pense que j'aimerais bien voir aussi, tu fais des gros sites sur lesquels tu as une quantité de données impressionnante. J'aimerais bien savoir Decathlon, tu vois, ce qu'ils ont mis en place parce que tu as une quantité de produits, Hum, 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 d'univers, hum. de marques qui est fou et tu dois tout gérer depuis le même site. Comment tu fais pour vraiment accompagner ton client dans son parcours, dans son univers? S'il fait du tennis, bah, lui proposer que des produits tennis, etc. Donc, Justement, ouais, on en parlait vraiment l'autre jour ça, par tu vois. rapport à ça, et comme tu dis, les sites, les grosses machines, hein, il y a clairement un autre site aussi que j'ai en tête, c'est Mano Mano.
sais pas si tu connais un petit peu. Et eux, Yes, pour le bien coup, sûr. c'est une usine à gaz avec une complexitude hors norme pour la gestion des produits, la gestion des parcours clients, etc. Ils ont, pareil pour le SEO, ils ont fait un travail de dingue. Et c'est assez pointu. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de gros cylindrés comme ça que j'aimerais bien voir en interview sur le podcast. Je suis sûr qu'on serait assez surpris de tout ce qu'ils ont mis en place. Et ça apprendrait beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Ouais. Bon, bah, top. Ouais, mais en fait, tu sais, tous les business, en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, c'est les business qu'on veut pas trop entendre parler. Enfin, ça, on n'entend pas trop parler parce qu'ils sont pas très sexy. Tu sais, c'est toujours plus sexy de parler. Et j'ai rien contre eux, tu vois, mais de marques comme Cézanne, comme Teddy Bear ou autres. Franchement, c'est cool. Ils font des super choses, tu vois. Mais en fait, dans le e-commerce, c'est des bébés. Tu vois, en comparaison avec d'autres sites. Avec les Et mastodontes, quoi. Mm. et surtout, il y a des mastodontes dans des domaines dans lesquels tu n'as même pas idée que ça existe. Tu sais, genre des gars qui vendent des fils électriques. Et en fait, ils font 5 millions par mois de chiffre d'affaires, tu vois. Et tu te dis, mais putain, le mec, il vend juste des fils électriques. Ouais, mais en fait, c'est un truc de fou. Et comment ils ont optimisé leur site pour aller plus loin, pour vendre plus de fils, pour s'assurer que, tu vois, le produit technique, ce soit le bon, qu'ils aient des taux de retour les plus bas possibles sur tel et tel fil parce qu'il n'était pas compatible avec tel disjoncteur. Je dis des bêtises, tu vois, mais c'est ça, c'est méga intéressant. Et je trouve que parfois, c'est aussi parce que c'est moins sexy, ça fait moins de vues, mais on parle peut-être pas trop de ces business pas sexy. Pourtant, c'est souvent ceux qui font le plus d'argent. Après, c'est aussi des défis, parce que voilà, c'est pas les trucs qui se vendent, ce qu'on appelle des achats coup de cœur impulsifs. Là, c'est déjà un peu plus réfléchi, ou parfois même plus technique. Et bah, dans ce cas-là, ça nécessite justement d'apporter les bonnes informations, parce que la personne, elle a un vrai besoin qui va être très complexe, soit de polyvalence entre les différents produits ou autre. Ça peut être un moteur qui a pété sur une tondeuse à gazon, bah, tu veux le remplacer, mais la tondeuse, elle n'existe plus dans ce modèle-là, donc il faut trouver un autre modèle pour le remplacer, bien précis, qui prenne la bonne puissance, le bon arbre de moteur, enfin tout ce qui va bien. Et c'est vrai que si ton site il n'est pas bien optimisé pour répondre à toutes ces questions-là, bah, malheureusement tu vas rien vendre et tu vas jeter l'argent par les fenêtres. Parce que les gens vont venir, mais ils vont pas avoir leurs données suffisantes pour bien faire leur choix. Donc c'est vrai que c'est des défis qui peuvent être super intéressants pour le coup, à la fois en CRO et même pour toi en ads, de pousser les bonnes infos dans un champ de texte très réduit. La personne elle doit pouvoir retrouver exactement les détails manquants. Ça peut être vraiment challengeant. Ouais. Ouais, Ok, top. exactement. Alors ouais, donc on arrive un petit peu au bout de ce podcast, malheureusement. Si on veut te contacter, voilà clairement comment on fait, comment on s'y prend, si on a besoin d'accompagnement, parce qu'on arrive un petit peu à notre limite technique. Écoute, pour me contacter, c'est assez simple. LinkedIn, donc Pierre Baptiste avec un petit éléphant. J'ai mis ça parce que je suis nantais et que c'est un symbole de Nantes. Ensuite, sinon, seos.fr, ça c'est le site de l'agence. On a quelques études de cas sur le site, ça peut permettre de voir un peu ce qu'on fait. Et puis si t'es peut-être pas encore, tu vois, dans le process de te dire, bah, j'ai besoin d'être accompagné, mais par contre j'ai envie d'apprendre aussi par moi-même et développer mes compétences sur le sujet. Là, je t'invite plutôt à aller sur le site e-commerçon.com. J'ai une newsletter que j'envoie toutes les semaines qui est assez poussée sur Google Ads pour 80%. Il y a un 20% où je fais aussi, je parle un peu e-commerce, je fais un peu de CRO, je parle un peu des bases hein, de tout ce que tu dois savoir, de l'email marketing, etc. Donc je pense que c'est un peu les trois canaux. LinkedIn pour me contacter directement, seos.fr pour prendre rendez-vous avec moi. Il y a mon calendrier qui est disponible directement sur le site. Et puis sinon, e-commerçon.com pour avoir du contenu toutes les semaines frais dans ton inbox. Et puis aussi pour suivre des articles un peu poussés. Ok, top. Bon, bah, magnifique. La boucle est bouclée. Écoute, merci en tout cas pour ton temps. C'était super cool. On a appris énormément de choses. Et en tout cas, bah, je te souhaite le meilleur vraiment pour Seos et surtout e-commerçant. Et à bientôt et au plaisir. Salut Salut, Pierre-Baptiste. merci Ciao, à tous les ciao. deux, ciao.